10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Le Real Madrid tombe encore. Est-ce le début de la fin pour Xabi Alonso? Seulement 2 victoires désormais sur les 8 dernières rencontres. Encore une défaite dans un gros match face à un cadre européen. Un match où ce Real doit tirer son épingle du jeu en Champions au Bernabeu. Les gars de Guardiola le font. City gagne encore et gagne encore un gros match. Cette année, Naples, Dortmund 4-1, Liverpool 3-0. Désormais le Real au Bernabeu. Contre Arsenal, ils avaient tenu le match nul à l'Emirates, dans ce qui était peut-être le match le plus important de ce début de saison, en tout cas certainement en Angleterre. Est-ce que le but de Martinelli, c'est pas le but le plus important de Premier League pour l'instant? Les gars de Guardiola le font, nous aussi on le fait. Ça n'a pas été exactement le scénario que j'avais en tête. Et je vais dire, la première chose, c'est que c'est pas non plus catastrophique pour le Real Madrid, qui est rétrograde seulement à la 7e position. Ils ont 12 points. Ils avaient pris 4 victoires sur 5 matchs jusque-là. Il y a aussi l'Atleti, attention, qui a 12 derrière. Et Liverpool aussi, désormais, avec sa victoire à Giuseppe Meazza. Dortmund est à 11, Tottenham est à 11, Newcastle est à 10, Chelsea 10, Sporting 10, Barça 10, Marseille 9, Juve 9, voilà grosso modo le top 24. Monaco aussi est top 24, avec une bonne petite série de résultats récents. Naples a décroché. Le top 4, c'est Arsenal, qui est toujours aussi parfait. Doublé de Madueke, le premier, ouf. Peut-être on en parlera demain avec Stan. Le Bayern, deuxième avec 15. City a rattrapé le Paris Saint-Germain à 13 points. Le Paris Saint-Germain a légèrement rétrogradé avec son mauvais résultat ce soir contre Bilbao. City est de retour dans le top 4. Et je pense que c'est à minima une équipe top 5 européenne. Bientôt, on fait le Power Ranking aussi de décembre pour boucler l'année 2025. Je pense que c'est notre prochaine vidéo d'ailleurs. Ça sortira peut-être vendredi ou demain soir. On verra. Mais City l'a fait. Grand moment pour eux. Dans un match très bizarre. Honnêtement, ce Real de Rodrigo, qui était titulaire pour la première fois en Champions depuis la J1 contre Marseille, qui avait été quasiment mis au placard par Xabi Alonso, Rodrigo a profité de l'absence de Mbappé pour initialement mettre le Real sur de très bons rails. Et franchement, le Real, je trouve, ils ont eu les situations pour revenir et aller chercher au moins un point dans cette rencontre. Hendrick, la tête sur la barre à la 85e, ça, franchement, sur ce corner, c'est quand même un gros raté de Vini, avec Donnarumma qui s'était complètement troué. On l'a vu quelques fois, ça, sur coup de pied arrêté. Et même cette séquence à l'heure de jeu, elle m'a un petit peu marqué, parce que Rodrigo, tellement mortel, exactement dans cette situation, en première période, le 1-0, Vini, le petit ballon qui donne, un peu long, Nico O'Reilly revient dessus. C'était un match où le Real pouvait tirer quelque chose, et c'était un match assez bizarre, parce que, alors oui, on a vu l'épée médiévale de Pep Guardiola. On n'a pas trop vu le beurre chaud de Xabi Alonso. C'était un beurre assez dur, assez froid. Et si vous avez vu assez de matchs de foot, je pense que vous avez vu la même chose que moi ce soir. La pelouse était trop mouillée. Ok, je pense que personne n'en parlera. Je pense que personne n'en parlera en conférence de presse. Ça fait bizarre d'arriver et première chose que tu dis, la pelouse était trop mouillée. Les gars, si vous avez vu le match et si vous avez vu assez de matchs, je pense que vous avez vu la pelouse. Elle était trop mouillée. Ce match, il a fini. Alors, même avant les stats, montrons les actions. Rodrigo, là, qui glisse sur un changement d'appui, qui a failli repartir à l'infirmerie pour 6 mois. Hardcore, là. Sur ce centre de Carreras, déjà, il glisse tout court, lui. Et ensuite, le ballon, ok, il arrive ici, point de pénalty. Donnarumma sort, il ne va pas le capter en une touche. Mais le ballon, normalement, il meurt sur ce rebond. Et il peut s'en saisir dans sa surface de réparation. Il n'y a personne au second poteau. Donc, la surface est longue, grande. Il peut aller le chercher. Le ballon rebondit, il fuse tellement qu'il doit finir ici, Didio. Je peux te dire que quand il sort de sa ligne de but, là, il n'anticipe pas de devoir aller chercher le ballon au poteau de corner et de dégager pied gauche un petit peu à la sauvette. Sur ce genre de séquence, j'ai compris, ça fusait beaucoup ce soir. Et il y en a d'autres qui arrivent. Ça nous a donné une rencontre, je trouvais, avec très peu de contrôle, beaucoup d'imprécisions techniques. Ce match, il termine avec 31 fautes, mais aussi simplement parce qu'il y avait des 50-50 générés par des pertes de balles à cause de cette pelouse ultra rapide. Ce match, il termine avec 38 tacles, et ces 38 tacles réussis. En tenté, on est à 58 tacles tentés, 40 dégagements, 20 dribbles réussis. Je trouvais que quasiment toutes les portées aboutissaient sur des percées.
parce que cette pelouse, c'était l'accélérateur Mario Kart. Il turbochargeait tes courses. Donc voilà, bizarre de commencer un débrief en disant la pelouse est trop mouillée, c'est quoi cette analyse? Mais non, sérieux, je pense que ça a beaucoup joué sur la physionomie et la texture tactique de cette rencontre. Le tifo, non, le tifo il n'a pas joué, mais peut-être qu'il nous mettait déjà sur l'indication d'à quel point ça allait être un match humide. Magnifique tifo, je dois dire, splendide. Et aussi le premier truc de cette rencontre, l'absence de Kylian. Gonzalo Garcia titularisé, aucun but pour lui cette saison avec le Real en Champions. Il était titulaire aux côtés de Vini et Rodrigo. Qu'est-ce que ça allait donner? Un Real sans Mbappé, qu'est-ce que ça allait donner? Peut-être le plus important, c'était aussi l'attitude de Ceballos aux côtés de Tchouaméni. Et avec Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Gonzalo Garcia, Rodrigo, je trouve que le Real Madrid et Xabi Alonso avaient mis pas mal de cartouches pour faire de son équipe une équipe bien plus solide et rigide sans ballon. Il y a eu de la pression, il y avait un petit peu plus de protection à l'intérieur. Honnêtement, c'était pas si mal ce choix des hommes. Je trouvais pas que ça a si mal marché que ça. Manchester City, presque l'inverse, presque un petit peu galactique dans la composition. C'est une composition qu'on voit énormément depuis quelques temps. J'ai beaucoup parlé de cette épée médiévale hyper axiale avec Foden, Doku, Cherki, Bernardo et très axiaux tous. Doku qui rentre beaucoup à l'intérieur, Foden intérieur, Bernardo intérieur, Cherki qui n'est pas un véritable ailier. Mais c'est un vrai, par contre, 4-1-4-1 avec seulement Nico comme joueur défensif sur ces 6-là. Un véritable 5+5 et un 4-1-4-1 qui a la perte quand les 4 moustiques, Foden, Bernardo, Cherki, Doku, c'est pas les 4 mousquetaires, c'est les 4 moustiques, quand ils sont battus, waouh, la rest defense c'était compliqué et City a pas mal souffert en transition. Donc des séquences où la pression du Real est pas mal, je trouve. Que ce soit, je crois que c'est Gonzalo ici, non c'est Jude ici et Gonzalo sur la même action, ça fait ballon gagné haut et c'est là que Vini a quasi son penalty. La faute de Nunes, elle est juste de rien du tout extérieur de surface, mais ça aurait pu faire penalty. J'ai vu sur les projections le Real très tranchant, voilà cette rest defense. Quand Nico Gonzalez, que j'aime beaucoup, mais il est très lent, ça j'en ai parlé, notamment sur les déplacements latéraux, mais pareil en transition défensive, il est lent, il est bien lent sur ses foulées. Et Foden, Cherki, Doku, Bernardo, quand ils sont devant le ballon, des petits gabarits par des grands défenseurs à la perte, c'est difficile aussi. Le Real Madrid se projetait très bien, et ça fait une action méga dangereuse, avec en plus les tapis accélérateurs à la place de la pelouse. Ouais, c'était des centres qui fusaient comme ça. Et pareil, Donnarumma, il sort à la rencontre de ce centre. Et en fait, il va jamais y arriver. Ça va aboutir sur Vini. Le Real commence bien ce match. City très axial, comme on sait, mais pas du tout le beurre chaud de Xabi Alonso. Ouais, le beurre bien dur et qui a pas mal protégé l'intérieur. Ceballos, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo. Ça fait une ligne de 4 avec beaucoup plus d'impact et de protection. Et aussi Gonzalo Garcia, ici, qui sert avec Vini pour priver l'accès à Nico Gonzalez. J'ai trouvé que je voyais City avoir beaucoup plus de repères et beaucoup plus de jeux de combinaison à l'intérieur. Ça n'a pas été trop le cas, et souvent, dans les matchs, je me fie un petit peu à ce que je vois des entraîneurs bord de terrain. Tu peux les voir réagir, donner des orientations tactiques, mais juste le body language. Guardiola, en première, comme en seconde période, ici, quand, par exemple, Nico Gonzalez, pressé par Ceballos, doit jouer négatif et City recule, sur la phase de préparation, il aimait, sur la deuxième phase, là, il aimait pas du tout ce qu'il voyait. Donc ouais, assez intéressant comment City était plutôt gêné. Et le Real marque le premier but de ce match sur ce ballon perdu par Bernardo contre Carreras. Pareil, ouais, quand les moustiques sont battus et qu'en face ça se projette, regardez, il reste quasiment personne derrière. Bellingham, juste un ballon assez simple de décalage, mais avec cette pelouse hyper glissante et l'enchaînement technique de Rodrigo est excellent. La frappe en squattant comme ça, c'est pour la maîtriser et la placer, superbe geste technique. Pas esthétique, je trouve, mais tellement dévastateur. Et ça fait 1-0 pour le Real. Et je trouve plutôt mérité sur leur projection. Ils sont sympas. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour Nico Gonzalez qui a continué quand même à prendre des risques sur la phase préparatoire. Alors que s'il y a perte, mec,
la rest defense, elle est inexistante et c'est ton back four qui est exposé. Et pourtant, à plusieurs reprises, bon, même si on a montré une séquence en seconde période où il joue négatif, la plupart du temps, il ose, il cherche. C'est presque comme un mec, un 6 qui est à 30 mètres de son but et qui doit surtout pas la perdre. Honnêtement, c'était pas loin de ça, mais presque dans les 30 mètres adverses. Donc assez curieux. City finalement est revenu dans ce match parce que Doku, c'est un monstre. Ouais, c'est un joueur top 10 Europe, comme je dis depuis quelques semaines, quelques mois. Et avec O'Reilly, ils se comprennent super bien. Ça, on en avait parlé aussi dans une analyse de tout début de saison avec Manchester City. Ce Nico O'Reilly, je kiffe. Les déplacements demi-espace, je kiffe. Et Valverde, il la joue comme un défenseur de basket. Il veut orienter Doku clairement extérieur. On va pas laisser Doku rentrer intérieur. Regardez la position de Valverde. Ok, mais Doku, c'est pas grave. Honnêtement, il peut aller exploser et faire mal aussi sur son pied gauche. J'aime bien la position d'O'Reilly qui jusqu'au dernier moment menace l'écran aussi. C'est une vraie... pas facile à gérer là, cette position. Et même si Ceballos vient aider, Doku en 1 contre 1, avec en plus cette pelouse glissante, mais honnêtement il en a pas besoin. Son centre est repoussé, ça fait corner, et c'est le corner de l'égalisation. City, quelques semaines après que j'ai sorti un podcast exclusif en disant... L'axe de progression numéro 1 de Manchester City, c'est les coups de pied arrêtés. Ils n'ont toujours pas marqué de but sur coups de pied arrêtés cette saison, alors qu'ils ont pris un nouveau coach des coups de pied arrêtés, James French cet été, et que c'est bien sûr une phase critique du jeu. Encore plus aujourd'hui, toujours pas de but sur CPA. Ok, comment régler ce problème? On proposait quelques pistes. Depuis 5 matchs, 5 buts sur CPA. Et notamment celui-ci, cette tête de Gvardiol par-dessus Jude, Courtois, Bourde. C'est rare, ça arrive. Nico O'Reilly s'en saisit, un partout. City est revenu dans ce match et va marquer son deuxième but et le dernier de la rencontre. Comment? Encore une fois, Doku, O'Reilly. Doku, alors Valverde se trouve un peu, même beaucoup. Ça fait un peu flipper, un peu billard. Ça arrive dans les pieds de Nico, qui met le petit ballon par-dessus. Énorme faute de Rudiger, assez débile je dois dire. Et ça fait penalty. Ouais, clairement faute. Il est ceinturé et Haaland transforme 2-1. City est revenu. Et après, à partir de ce moment-là, je trouvais que ça ressemblait à de la boxe. C'était punch contre punch. Et City aurait pu prendre des contre-punch. Honnêtement, moi j'ai parié sur City, je les voyais largement au-dessus. Et ils gagnent effectivement. Je pourrais vous dire, les gars, c'est bon, j'avais tout vu. City bien au-dessus du Real et on l'a vu. Honnêtement, mon pari passe, mais je trouve pas que mon intuition fondamentale soit véritablement confirmée par cette rencontre. Je sors de ce match. Et City l'a fait au Bernabeu, c'est un gros accomplissement. Mais je ne suis pas plus chaud, plus haut sur City maintenant que je l'étais avant. Je ne suis pas plus bas non plus, il ne faut pas abuser. Mais je reste stable. Par exemple, demain, on fait le power ranking avec Stan. Ils ne vont pas grimper là dans mon état d'esprit. Parce qu'ils ont pris pas mal de contre-punch. Bon, ça, c'est un punch. Doku, pour O'Reilly, tiens donc, la course dans le demi-espace et dans la profondeur. Le centre en retrait. Top pour Haaland qui bute sur Courtois. C'était une belle action. Il y avait peut-être faute au départ sur Raúl Asensio. Gvardiol qui tire le maillot assez salement ici dans la surface de réparation. Je me dis qu'il y a pénalty. Mais j'ai regardé l'action pas mal de fois et je vois aussi Asensio qui met la patte et je pense pas juste c'est un hasard. Je sais pas exactement comment expliquer, mais il tend la jambe entre celles de Gvardiol, ce qui fait tomber Gvardiol. Gvardiol ne doit pas tirer le maillot, ne doit pas être en train de tirer le maillot, mais je trouve que Asensio provoque sa propre chute en faisant tomber Gvardiol avec un geste qui n'est pas un geste naturel. Et Asensio, on va pas se mentir les gars, c'est une petite crapule. Hein. Le geste sur Doku, où il lui met quasiment le genou dans le visage en première période, là quand il est tombé, vous avez vu quand Doku il réagit, et bondit sur ses appuis, même au sol, il explose et c'est pas loin de partir en vrille. C'est parce que Asensio il a été assez vilain sur l'action. Donc je sais pas si je donne penalty en revoyant ça et en revoyant ce pied, mais c'est litigieux parce que Gvardiol n'a pas attiré le maillot non plus. Donc ouais, je sais pas comment vous avez vu cette situation. Ça c'est mon feeling. Punch et contre-punch quand les moustiques sont écrasés. Et en transition, effectivement, c'est méga dangereux. Alors, heureusement, il y a Erling qui revient comme un dératé. Sur la projection, Rodrigo est servi. Il trouve Jude.
Et ça, c'était méga occasion. Mais je suis assez marqué par la réaction de Gigio qui vient voir Erling en mode « Yes, mec, t'es un vrai ». Parce que sur la contre-attaque, qui est-ce qu'il y a dans la surface de réparation pour City? Le back four, Nico Gonzalez, Erling Haaland. Ça, c'est fou, mais personne d'autre. Et ouais, comme je dis, les moustiques, très bien avec ballon, sans difficile, et la reste defense de City, difficile. Doku, top ballon ici gagné sur Tchouaméni, la projection derrière elle est bonne, Cherki a eu une grosse occasion et Courtois a fait un top arrêt. Il y a eu des occasions dans les deux sens, le match finit quasiment à 30 tirs, je crois 16-12. Il y a eu, allez, je vais dire 4-5 pour moi, peut-être pas pour les stats, mais pour moi 4-5 big chances des deux côtés. Celles-là aussi, en vrai, même quand elles sont non-shot, même quand elles aboutissent pas à un tir, ça c'est chaud. Et pareil, le back four et Nico Gonzalez, personne d'autre sur cette projection. Rodrigo en 1 contre 1. Regardez, Jude, il a voulu faire l'appel, il était ici, il donnait, et ensuite il a voulu faire l'appel de dédoublement extérieur. Il glisse sur le changement d'appui, encore une fois. Tout le monde glissait tout le temps, et les ballons fusaient à une vitesse que ce match était très peu de contrôle. Cette action donne rien, les autres, on a un petit peu parlé dans l'intro, le Real a eu des occasions pour revenir à 2 partout. À la fin de la fin, je pense que dans quelques semaines, tout le monde aura oublié le scénario de cette rencontre et c'est les petites données micro là, que j'ai essayé de mettre en lumière. Et grosso modo, à la fin, qu'est-ce qui sera passé? City aura battu le Real au Bernabeu, ce qui représente un moment assez fort, je pense, de leur saison, qui confirme leur véritable montée en puissance. À l'inverse, le Real tombe encore contre un gros. Et tout ça, on peut dire que c'est juste des narratives. Les narratives, là, en décembre, elles comptent pour engranger du capital confiance, pour potentiellement passer l'hiver à l'abri. Et je dis pas seulement pour les clubs, les classements et tout, mais clairement, la pression autour de Xabi Alonso va continuer de grimper. Le Real joue sur les prochains jours. Le Deportivo Alavés, Talavera, club de football en Copa del Rey, Séville, le 20 décembre. Tout ça, c'est avant les fêtes de Noël. Et ensuite, c'est le Betis. Il y a la Super Coupe d'Espagne qui arrive très vite. L'Atleti. Et potentiellement en finale, le Barça, si le Barça bat à Bilbao. Levante, Monaco, Villarreal, pas facile, à la Ceramica. Benfica, Rayo, Valence, Real Sociedad, Osasuna. Et après, on ne sera pas loin des 16e ou des 8e de finale pour le Real. Pour City, c'est Palace, Brentford, West Ham, Forest, Sunderland. Il y a de quoi continuer à engranger quelques victoires. Il n'y a pas beaucoup de matchs faciles en Angleterre. West Ham à la maison, c'est, je pense, un match facile. Après, il y aura Chelsea, intéressant. Brighton, la FA Cup, United, derby de Manchester, très intéressant. Mais en Champions, c'est Bodo Glimt pour City et Galatasaray. Ça devrait leur permettre de finir top 8. Le gros match contre Arsenal, il est J33 à l'Etihad. Et il pourrait valoir son pesant d'or. Voilà les gars pour cette J6 de Champions. Dans les autres rencontres de la soirée, qu'est-ce qu'on a? L'Ajax qui a battu Karabakh, première victoire de l'Ajax, je crois. Cette saison, Villarreal qui tombe contre Copenhague. Villarreal très fort en Espagne, très mauvais en Europe. L'Athletic qui tient le 0-0 à San Mamés contre le Paris Saint-Germain. Ok pour le PSG, il va falloir continuer à batailler un petit peu pour le top 8, mais jouable sur les matchs qui arrivent. Leverkusen de partout, Newcastle. Benfica qui bat Naples. Waouh, gros résultat ça. Dortmund de partout contre Bodo Glimt. Arsenal contre Bruges. J'ai juste vu le premier but de Madueke. Il a fait parler la poudre. Et il a sorti la foudre de son pied. Incroyable. La Juve qui bat Pafos. Où est-ce que ça les met, la Juve? Ouais, ils reviennent à 17e place. Hein. Deux victoires sur les 2 derniers matchs. La Juve top 24. Très jouable. Et donc Real City. J'espère que ça vous a plu. Petit débrief chill. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre? Et ouais, on se revoit de toute manière très vite. Ah oui. On se revoit très vite parce que Power Ranking avec Stan. Et ce week-end, méga vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. 37 minutes d'histoire. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo histoire. J'ai trop hâte de vous la montrer. Elle est pré-publiée, elle est chaude là, prête à être dégustée. Donc trop hâte. Et ouais, rendez-vous ce week-end pour ça surtout. Ne ratez pas ce moment-là. Merci d'avoir été là les gars. Merci sur YouTube, en podcast. Vous régalez comme d'habitude. Et nous on se retrouve demain pour une autre vidéo.